Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu délicat, un vrai défi que beaucoup de managers connaissent, souvent en silence. Comment on gère ce membre de l'équipe qui est à la fois absolument brillant, mais aussi terriblement toxique? C'est un vrai casse-tête, c'est sûr, mais il y a des solutions claires pour y faire face. Voyons ça ensemble. S'il part, je suis mort. Voilà. Cette petite phrase, c'est la peur viscérale qui paralyse. C'est cette pensée qui tourne en boucle dans la tête d'un manager qui se sent complètement dépendant d'un collaborateur qui est à la fois crucial pour les résultats, mais destructeur pour l'ambiance. On se sent pris en otage, on est convaincu que son départ, ce serait la catastrophe. Mais cette peur, elle cache souvent une toute autre réalité. Alors qui est-il, ce fameux génie toxique? C'est cet archétype, cette personne qui est techniquement irréprochable, qui semble indispensable, mais dont le comportement au quotidien, eh bien, il sape le moral, il détruit la cohésion de toute l'équipe. Et c'est là que tout le dilemme commence. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est par exemple le commercial star qui ramène 40% des contrats, mais qui humilie ses collègues en réunion. Ou alors le développeur brillantissime, mais qui souffle d'exaspération dès qu'une idée ne vient pas de lui. Résultat, l'atmosphère devient lourde, tendue, tout le monde marche sur des œufs, retient sa respiration dès qu'il ou elle est dans la pièce. On est souvent tenté de se dire que ces résultats exceptionnels compensent son attitude. Mais ça, c'est une très, très grave erreur de calcul. Parce que le coût de l'inaction, le vrai coût, il est bien plus élevé qu'on ne le pense. Regardons les choses en face. D'abord, il y a le turnover caché. Pour un génie toxique en garde, combien de bons collaborateurs, eux, finissent par partir, juste épuisés par l'ambiance? Ensuite, l'innovation est littéralement tuée dans l'œuf. Plus personne n'ose partager une idée de peur de se faire descendre. Et enfin, le temps du manager. Des heures et des heures perdues à éteindre des incendies, à rassurer les uns, à recadrer l'autre, au lieu de construire l'avenir. Et tout ça, ça nous amène à une formule qui change complètement la perspective. La voilà. Performance égale compétence multipliée par comportement. Et le mot important ici, c'est multiplier. Ça veut dire que si le comportement est un 0, eh bien peu importe si la compétence est un 10 sur 10, le résultat final pour l'équipe est 0. C'est mathématique. Alors si c'est si clair, pourquoi est-ce si difficile d'agir? Pourquoi les beaux managers se retrouvent-ils paralysés? La réponse, en fait, elle se trouve dans la psychologie du manager lui-même. C'est une peur très spécifique qui prend le dessus. On appelle ça la paralysie managériale. C'est quand on a laissé, sans s'en rendre compte, une seule personne devenir la détentrice unique d'un savoir-faire ou d'une relation client essentielle. En quelque sorte, cette personne a pris l'organisation en otage. Et à ça s'ajoute la peur de la confrontation. Parce que ces profils sont souvent très forts pour retourner la situation et vous faire passer pour le méchant. Et là, attention, voici un point absolument crucial et un peu contre-intuitif. L'équipe ne blâme pas tant la personne toxique. Finalement, tout le monde connaît son comportement. Non. L'équipe se tourne vers son manager, et c'est à lui qu'elle reproche son silence, son inaction. C'est la crédibilité du leader qui est directement en jeu. Bon, assez parlé du problème. Il est temps de passer à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode. Une méthode très structurée, presque chirurgicale, pour gérer la situation de manière professionnelle et enfin, reprendre les rênes. Cette méthode, elle se déroule en 3 étapes très claires. D'abord, on va recadrer la conversation uniquement sur des faits, des choses observables. Ensuite, on va officialiser le comportement comme un vrai critère de performance. Et enfin, étape stratégique, on va réduire la dépendance de l'équipe envers cette seule personne. L'étape 1 est fondamentale. On sépare la personne de ses actions. On ne critique jamais la personnalité. On ne dit pas tu es arrogant. Ça, c'est une attaque, c'est subjectif. À la place, on décrit des faits. On dit mardi pendant la réunion, tu as coupé la parole à Julie 3 fois. L'impact, c'est qu'elle n'a pas pu finir sa phrase et que la discussion s'est arrêtée net. C'est factuel, c'est indiscutable et c'est centré sur les conséquences pour le collectif. Deuxième étape, on officialise. Le comportement ne peut plus être un sujet vague. Il doit faire partie de l'évaluation au même titre que les résultats. On peut dire très clairement, à partir de maintenant, ton évaluation annuelle, c'est 50% tes résultats techniques et 50% ton impact collectif sur l'équipe. Là, le message est clair. Le comportement n'est plus une option, ça devient une condition mesurable de la performance. Et enfin, le coût stratégique, la désensibilisation. Il faut immédiatement commencer à transférer son savoir. Ça veut dire documenter ses processus, lui demander de former un collègue en binôme. Bref, il faut diluer son pouvoir exclusif. Pourquoi? Pour regagner sa propre liberté de décision en tant que manager. Le jour où l'on n'a plus peur de sa démission, c'est là que la bataille est vraiment gagnée.
Tout ce plan, toute cette méthode culmine en un moment clé. Un moment qui demande du courage. Une conversation. Une conversation difficile, c'est vrai, mais absolument nécessaire. Juste avant d'avoir cette conversation, un petit exercice mental très simple. Imaginez que demain matin, cette personne démissionne. Quelle est la toute première réaction instinctive qui vient? Est-ce que c'est la panique totale ou un profond soupir de soulagement? Si la réponse, c'est le soulagement, alors la bonne décision est déjà évidente. La conversation elle-même, on pourrait l'appeler l'ultimatum bienveillant. Ça pourrait ressembler à ça. Marc, sur le plan technique, ton travail est excellent. Personne ne le conteste. Mais sur le plan humain, l'impact sur l'équipe n'est plus tenable. Je te donne donc 30 jours pour un changement de comportement radical. On en parlera après chaque réunion. Si dans 30 jours rien n'a changé, on devra se séparer. Mon devoir, c'est de protéger le collectif. C'est direct, c'est honnête et ça donne une vraie chance. Et cette image du jardinier, elle résume tout. Le rôle d'un leader, c'est de prendre soin de tout l'écosystème. Et parfois, ça veut dire prendre la décision difficile de tailler une branche, même si elle est vigoureuse, pour sauver tout l'arbre. La santé de l'ensemble prime toujours sur la performance d'un seul. Finalement, la vraie question n'est pas « peut-on se permettre de le perdre ?», c'est plutôt « peut-on encore se permettre de le garder ?»